Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier le CLARA qui m'a invité à cette soirée débat et Arnaud Cutivet pour vous parler des liens entre pollution atmosphérique et risque de cancer. Je m'appelle Thomas Coudon, je suis doctorant, je travaille au centre Léon Bérard, donc à Grange-Blanche, et également à l'école centrale de Lyon. Je travaille principalement sur l'étude de l'exposition atmosphérique. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc des liens entre risque de cancer et exposition à la pollution atmosphérique. Pour introduire ma présentation, je vais utiliser quelques images. La pollution atmosphérique, c'est un problème assez ancien. Déjà en 1952, suite au smog de Londres qui avait causé plusieurs milliers de victimes, des questions émergeaient sur l'impact de cette pollution atmosphérique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un problème global et actuel, puisqu'il touche à la fois des pays émergents comme l'Inde et la Chine, avec des taux de pollution extrêmement forts, mais également des pays développés, comme ici en France. Vous avez une image ici en bas de l'épisode de pollution lié au trafic en janvier. C'est une problématique assez complexe, puisque la pollution atmosphérique va être fonction des différents types de sources, qui peuvent être d'origine humaine, industrielle, liées à l'agriculture, au trafic, au chauffage, mais également naturelle. Et finalement, il y a également les impacts, les paramètres météorologiques qui peuvent influer, ou la saisonnalité. Vous commencez un peu à cerner la complexité de ce problème. Il est aujourd'hui admis que la pollution atmosphérique est un vrai enjeu de santé publique. L'Organisme mondial pour la santé a estimé à 31 millions de décès prématurés dans le monde liés à la pollution atmosphérique. Et la spécificité de la pollution atmosphérique, c'est qu'elle est globale. Tout le monde est exposé, donc on fait vraiment affaire à une exposition qui est chronique. Donc on connaît assez bien les effets sanitaires à court terme, comme les hospitalisations ou les décès prématurés pour les personnes fragiles. Mais les impacts les plus forts se retrouvent lors d'expositions à long terme, où là on a des impacts de type maladie cardiovasculaire, maladie pulmonaire, des impacts sur la naissance avec des faibles poids de naissance, des naissances prématurées, et donc des cancers, et particulièrement le cancer du poumon. En 2016, l'Agence Santé publique France a estimé le nombre de décès prématurés en France liés à la pollution atmosphérique. Donc ils ont comparé deux scénarios, un scénario avec des taux de pollution très bas avec le scénario actuel, et ils ont vu une différence d'environ 48 000 décès. Donc il y aurait 48 000 décès prématurés qui seraient directement liés à la pollution atmosphérique. Ce qui représente quand même 9% de la mortalité totale, donc on voit vraiment que ça pèse beaucoup. On a, pour les personnes les plus exposées, quand même une perte de jusqu'à 2 ans d'espérance de vie. Donc pourquoi on pense qu'il peut y avoir un lien entre exposition atmosphérique et cancer ? Parce qu'on remarque qu'il y a une augmentation rapide de l'incidence de certains cancers, qu'il y a une variation spatiale de cette incidence, c'est-à-dire que par exemple entre différents pays, on peut avoir des cancers qui évoluent pas à la même vitesse, et surtout on a observé l'apparition de cancers chez des populations migrantes. Donc tous ces indices laissent à penser qu'il y a un rôle des facteurs environnementaux, et dont font partie la pollution atmosphérique. Donc comment on va faire pour étudier ce lien ? Il va falloir donc estimer le plus précisément possible l'exposition à la pollution. Donc c'est ce que je fais durant ma thèse. Donc là, il faut utiliser des modèles qui nous permettent de discrétiser le plus précisément possible les expositions pour savoir qui est exposé, qui est faiblement exposé, qui ne l'est pas, à quel polluant. Parce que justement, quand il y a des mélanges de polluants, il peut y avoir ce qu'on appelle l'effet cocktail et donc des interactions qui induisent d'autres maladies. Ensuite, les épidémiologistes doivent quantifier les risques, c'est-à-dire mener des études épidémiologiques assez longues sur plusieurs années avec un grand nombre de personnes pour pouvoir faire apparaître les impacts de ces polluants. Il faut aussi étudier les mécanismes biologiques qui sont sous-jacents à ces maladies et connaître les facteurs de confusion. Si on veut étudier le cancer du poumon, il faut essayer de discrétiser selon les personnes qui fument, par exemple. Donc, si on regarde les données épidémiologiques récentes, donc déjà, il faut savoir qu'elles ont, pour la grande majorité d'entre elles, été faites en Europe du Nord, en Europe et en Amérique du Nord. Donc on se sert en général des concentrations en PM ou en NOx pour estimer l'exposition globale à la pollution atmosphérique. Dans ces pays-là, finalement, les taux de pollution sont assez faibles si on compare aux taux de pollution mondiaux. On se situe à peu près dans le dernier tiers en termes d'exposition. Mais par contre, on a les moyens de faire les ajustements sur les facteurs de confusion. Et donc, ce qui sort de ces études, c'est que le cancer du poumon est positivement associé à la pollution de l'air et particulièrement aux particules fines. Donc il y a une augmentation de 10% du risque de développer un cancer du poumon pour chaque palier de 10 microgrammes par mètre cube de particules fines.
Et ce qui est aussi très important, c'est que cette augmentation du risque, elle est notée même quand on est en dessous des seuils sanitaires actuels. Donc si on fait l'état des connaissances actuelles, le CIRC, donc le Centre international de recherche contre le cancer, a classifié comme cancérogène certain pour l'homme donc la pollution atmosphérique en termes de mélange contenant des particules fines et également les gaz d'échappement des moteurs diesel. Donc il faut bien comprendre que ici on parle d'un risque relatif qui est faible mais qui touche vraiment toute la population et qui a un impact quand il y a une exposition à long terme. Donc mon collègue Xavier Morelli, durant sa thèse, a travaillé sur la ville de Grenoble, qui est une ville qui avait une exposition moyenne assez élevée, et il a pu estimer qu'entre 3% et 10% des nouveaux cancers du poumon étaient dus à la pollution de l'air. Donc on commence déjà là à pouvoir un peu plus chiffrer l'impact réel de la pollution atmosphérique. Donc si on regarde un petit peu les moyennes dans notre région, que ce soit pour les PM10 ou les PM2,5, on voit qu'en milieu urbain ou à proximité du trafic, on est toujours au-dessus des valeurs recommandées par l'OMS. Donc l'OMS recommande d'être en dessous de 20 microgrammes pour les PM10 et 10 microgrammes pour les PM2,5. Et finalement, les seuls endroits où on est en dessous de ces valeurs, c'est en milieu rural. Donc ici, la courbe en bleu, c'est une mesure qui a été faite dans la Drôme. Mais même si on est exposé donc, au-dessus des recommandations de l'OMS, c'est très important de mettre en perspective ce risque. C'est-à-dire qu'on estime donc le risque relatif lié à la pollution de l'air à 1,1. En comparaison, le risque relatif lié au tabac est de 10. C'est-à-dire qu'une personne qui fume aura 10 fois plus de chances de développer un cancer du poumon. Donc c'est quand même pas les mêmes ordres de grandeur. Et si on regarde ça sur la promotion des cas de cancer attribuables aux différents facteurs de risque, on voit quand même que le tabac pèse pour 80% donc des cancers du poumon et que la pollution de l'air, seulement 4% si j'ose dire. Donc j'aimerais quand même finir cette présentation en soulignant quand même tous les progrès qu'on a fait dans ce domaine-là. On est capable aujourd'hui d'avoir des modèles extrêmement précis pour évaluer la pollution. Aujourd'hui, on arrive à estimer les concentrations de beaucoup de polluants avec une précision de 10 mètres. On a vraiment acté le fait qu'en milieu urbain, c'était le trafic qui était le promoteur de pollution. Donc il commence à se mettre en place des zones de faible émission, en particulier en Angleterre et en Belgique. En France, on a commencé à mettre en place les vignettes critères qui limitent les émissions lors des pics de pollution. Et malgré la tristesse un peu des différentes affaires automobiles, ça nous permet quand même de mettre à jour nos facteurs d'émission et donc de mieux estimer les expositions et de continuer à mettre la pression pour que les émissions des industriels baissent. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au niveau individuel ? On peut commencer par essayer de limiter notre contribution à la pollution atmosphérique. Donc quand c'est possible, quand il y a des moyens, on peut éviter de prendre la voiture. Privilégier la marche à pied, le vélo ou les transports en commun, particulièrement la marche à pied et le vélo, parce que ça fait diminuer aussi le risque de cancer. Éviter de brûler des déchets verts, voilà, c'est des petites choses. Et si on souhaite limiter sa propre exposition, on peut déjà donc, éviter de faire des efforts intenses, particulièrement pour les publics à risque, lors des pics de pollution ou dans des zones fortement polluées. Et si vous souhaitez par exemple connaître votre exposition, vous pouvez utiliser une appli qui a été développée récemment par l'ASQA Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est l'association de surveillance de la qualité de l'air, qui vous géolocalise, vous donne votre indice d'exposition et peut vous orienter vers des zones moins exposées. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et donc je vous remercie de votre attention et si vous avez besoin, si vous cherchez des informations sur les liens entre cancer et environnement, je vous encourage fortement à aller sur le site cancerenvironnement.fr, donc qui a été développé par le département cancer-environnement. C'est un site qui a été vraiment conçu pour prendre les derniers résultats de la recherche et les donner accessibles au public, c'est-à-dire que c'est des traductions de résultats scientifiques, et donc vous avez des fiches pour chaque polluant et pour chaque maladie. Donc si vous vous posez des questions sur la cigarette électronique, sur les ondes magnétiques, il y a une fiche dédiée qui reprend les derniers résultats scientifiques. Donc ça vous permet vraiment de vous informer et d'aller un peu plus loin. Je vous encourage à aller sur le site. Merci.